Salut, chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission entre deux, spécialement consacrée au basket féminin. Vous pouvez retrouver cette émission et tous les épisodes de la série Entre deux sur notre page Facebook WeBasket TV, sur la chaîne YouTube WeBasket TV, sur le site internet www.webasket.tv et sur la chaîne Facebook, sur la page Facebook Pro-Am Media. Au menu aujourd'hui, la WNBA, encore, allez, il reste quelques semaines avant l'épilogue de la WNBA, c'est encore une émission très concentrée sur la WNBA. On va parler des playoffs, bien entendu, on en est au stade des demi-finales. MIP, MVP, il restait des récompenses en WNBA, comme vous le savez, aux États-Unis, on aime attribuer des récompenses vraiment en pagaille. Donc il restait MIP et MVP. Je vous expliquerai ça en détail pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Il y a la loterie aussi, la loterie qui est là. La loterie pour la draft de la saison prochaine, donc, qui a été donc tirée au sort. On va faire un focus sur la dernière équipe que j'ai pas abordée cette saison, qui est les Washington Mystics, donc qui a terminé première de la saison régulière et qui est en course là actuellement dans les playoffs. Et un dernier point sur les World Series du basket 3-3. La France a encore brillé. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Allez, c'est parti, on commence. Il faut que je me mette à jour là au niveau de mes visuels. On va commencer donc avec les playoffs WNBA, ce qui s'est passé pendant la semaine. Que s'est-il passé pendant la semaine? Alors ça s'est joué mardi, jeudi et dimanche. Le match 1, donc rappelez-vous, confrontation entre Los Angeles Sparks et Connecticut Sun d'une part, et Las Vegas Aces et Washington Mystics d'autre part. Les deux premiers matchs ont lieu au domicile des deux meilleures équipes du classement, c'est-à-dire les Washington Mystics et les Connecticut Sun, le Connecticut Sun. Donc, carton plein à domicile pour les deux équipes sur les deux premiers matchs. Los Angeles a donc chuté à Connecticut 75-84 lors du premier match. Las Vegas a chuté à Washington sur le score de 95-97. Score très serré sur le premier match également. Au deuxième match, Los Angeles a chuté à Connecticut 68-94. Là, l'écart était quand même assez conséquent. Las Vegas a perdu à Washington 91-103. Là, il y a eu un plus gros écart, mais finalement, que sur le premier match, mais finalement, on s'aperçoit tout de suite que sur la confrontation entre Las Vegas et Washington, l'écart est moins fort et ça se vérifie au troisième match. Puisque là où Connecticut est allé gagner à Los Angeles sur le score de 78-56, en plus vraiment avec un gros éclat encore une fois, encore 20 points d'écart, 22 points d'écart très exactement. Là cette fois, Washington a chuté à Las Vegas de 2 points sur le même score que le match 1, 95-97. Et donc Connecticut sweep Los Angeles, 3 matchs, 3 victoires, Connecticut est en finale. Et Jasmine Thomas a été notamment une grande artisane du match à l'extérieur, puisqu'elle a tout simplement battu son record de points en WNBA. Donc, l'équipe du Connecticut, j'en ai parlé dans une émission précédente, si vous voulez vous intéresser à cette équipe, qui est tout à fait intéressante d'ailleurs. Connecticut, c'est pas une grande ville. Enfin, d'ailleurs, elles sont basées dans une petite ville qui s'appelle Uncasville, qui est toute petite, dans un état qui est tout petit. Le Connecticut, c'est un tout petit état. Mais une grande équipe avec des très bonnes joueuses qu'on connaît notamment un tout petit peu en Europe, notamment Jasmine Thomas. Je vous invite à aller voir, donc pas la dernière vidéo, mais l'avant-dernière où je parle très longuement du Connecticut Sun. Aujourd'hui, on va parler des Washington Mystics, un petit peu par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? On a vraiment une confrontation donc là qui se durcit entre Las Vegas et Washington, qui va peut-être aller qui va déjà aller au match 4 et peut-être jusqu'au match 5, puisque le match 4 aura lieu à Las Vegas, et le match 5, on sera de retour à Washington, le match 5 éventuel.
Et ben cette confrontation, elle a donné quand même des choses très intéressantes. Emma Messman qui avait fait une partie de la saison comme 6e femme, d'ailleurs qui avait été un petit peu dans la discussion de la meilleure 6e femme finalement qui a été attribuée à Derika Hami. Emma Messman a battu 2 fois de suite son record en play-off, son record de points en play-off. Elle a marqué 27 points lors du match 1, elle a marqué 30 points lors du match 2. Ça a été voilà, la joueuse, la meilleure joueuse sur les 2 premières confrontations. Et en 3e confrontation, il y a la patronne, entre guillemets, Liz Cambage, qui domine les raquettes de WNBA et voilà, depuis 2 saisons. Hein, vraiment, la saison dernière, elle a été très dominatrice et cette saison également. Là, cette fois, elle a marqué 28 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Et elle a pesé dans la victoire de Las Vegas sur le match 3. Donc, nous allons avoir un match 4 mardi soir et un éventuel match 5 jeudi soir. Les finales, elles, vont débuter dimanche pour le match 1 et on sait déjà qu'il y a Connecticut qui est qualifié. En attendant, Washington ou Las Vegas. Affaire à suivre. Allez, on passe au sujet suivant. Donc tiens, dites-moi en commentaire comment vous sentez ça, un petit peu la confrontation entre Las Vegas et Washington. Je vous invite à aller voir un petit peu les statistiques sur le site de la WNBA. J'en ai pas trop mis là, il y a quelques éléments. Effectivement, Emma Messman qui a été très impressionnante sur les 2 premiers matchs, alors qu'elle n'est pas censée forcément être dans le 5 majeur de Washington. Donc un peu le facteur X de cette équipe de Washington. Et la raquette très très imposante composée d'AJ Wilson et Liz Cambage, qui a répondu sur le match 3 et qui va sûrement être très très performante sur les 2 matchs restants. Enfin, sur le ou les matchs restants. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation? Qui voyez-vous aller en finale pour rejoindre Connecticut? Sujet suivant, MIP MVP. Qu'est-ce que c'est que ça? MIP, c'est Most Improved Player. C'est la meilleure progression. Et regardez qui on retrouve. On retrouve Leilani Mitchell. Alors Leilani Mitchell, ancienne joueuse d'Arras notamment, qui a fait 3 ou 4, peut-être même 4 saisons à Arras, dans les années 2010 à 2014 je crois, ou 2009-2013, et qui a en fait reçu ce prix pour la 2e fois de son histoire. Elle l'avait eu en 2010. D'ailleurs, en 2010, ouais, c'est une saison où elle était à Arras. En fait, elle avait déjà été élue joueuse avec la meilleure progression de l'année en 2010. Et là, cette saison en 2019, d'ailleurs, essayez de retrouver la vidéo où je parle du Phoenix de Mercury. J'ai fait un petit focus sur Leilani Mitchell. Et déjà à l'époque, avant l'élection, en fait, j'avais bien dit qu'elle faisait la meilleure saison de sa vie en WNBA. Où elle n'était pas censée être une joueuse majeure de son équipe, et elle est devenue vraiment une joueuse majeure de son équipe cette saison. En tout cas, elle était très décisive, très forte à 3 points. Pour une petite meneuse comme ça, c'est un vrai upgrade pour son équipe. Alors, elle a obtenu 27 voix, donc vraiment quasiment, ça souffre aucune discussion. La 2e, c'est Odyssey Sims de Minnesota, Jordan Canada est 3e de Seattle, et Mercedes Russell de Seattle également, 3e. Voilà, vous voyez 27 voix pour Leilani Mitchell et 3 voix pour les suivantes. Elle succède à Natasha Howard de Seattle, Jonquel Jones qui est à Connecticut, dont j'ai parlé sur l'émission de Connecticut, Elizabeth Williams, Atlanta Dream, Kelsey Bone de Connecticut, Skylar Diggins-Smith de Tulsa Shock, qui est devenu maintenant Dallas Wings, Shavonte Zelus d'Indiana Fever, Christy Tolliver, qui était à l'époque à Los Angeles Sparks, qui aujourd'hui est à Washington, Kia Vaughn de New York, et Leilani Mitchell avait obtenu ce titre quand elle évoluait à New York en 2010. Donc MIP, Most Improved Player, meilleure progression de l'année. MVP, Most Valuable Player, donc la meilleure joueuse de la saison en WNBA, c'est sans surprise Elena Delle Donne, le fer de lance, la figure de proue de Washington Mystics.
Vous voyez la répartition. Alors là, c'est pas un nombre de votes. Disons que les votants ont des points à répartir. Je crois qu'ils votent pour peut-être 5 joueuses avec des points à répartir. 3 ou 5 joueuses, ça m'est un peu sorti de la tête. En tout cas, Elena Dell Dunn a cumulé 240 points devant Brittney Griner, ou Brittney Griner, qui a 167 points. Brittney Griner qui est la meilleure marqueuse de la WNBA. Et Jonquel Jones qui arrive en 3e position avec 145 points. Elena Dell Dunn, c'est la 2e fois qu'elle décroche le titre de MVP. Elle avait décroché déjà en 2015 lorsqu'elle portait les couleurs du Chicago Sky. Elle succède à Breanna Stewart du Seattle Storm, qui a été donc MVP l'an dernier. On a parlé en long, en large et en travers de Breanna Stewart qui est absente cette saison pour cause de blessures au tendon d'Achille. 2017, c'était Sylvia Fowles de Minnesota. Nneka Ogwumike était MVP en 2016 sous le maillot de Los Angeles. Elena Dell Dunn avec Chicago en 2015. Maya Moore en 2014 sous le maillot de Minnesota. Candace Parker, Los Angeles en 2013, Tina Charles, Connecticut en 2012, Tamika Catchings, Indiana Fever en 2011 et Lauren Jackson en 2010 sous le maillot de Seattle Storm. Il y a eu aussi le titre d'Executive of the Year. Je ne vais pas trop passer là-dessus puisque c'est pas très parlant. D'ailleurs, c'est un titre assez récent. Et puis, pour la petite histoire, c'est la coach de Minnesota qui est aussi donc manager de l'équipe qui a décroché ce titre. Allez, je l'évoque très rapidement, mais sans plus. On va passer à la loterie. Alors la loterie, c'est comme en NBA en fait. Vous avez les plus mauvais de la classe. Donc là, en l'occurrence, les 4 derniers, on fait la loterie tout de suite. Les 4 derniers de cette saison. Les 4 derniers de cette saison, c'était dans l'ordre Indiana, Dallas, New York et Atlanta. Et la loterie, en fait, elle a donné un ordre différent. C'est pour obtenir les meilleures positions à la draft 2019, enfin à la draft 2020 en fait. Eh bien, Atlanta s'est pourtant donné du mal pour être dernier, mais ils ont que le 4e pick. Ils n'auront que le 4e pick. Et c'est New York. Alors là, voilà, New York a un peu plus de chance qu'en NBA, où les Knicks trustaient la dernière place pour avoir le premier pick de draft et éventuellement Zion Williamson. Et de mémoire, ils ont obtenu le 3e ou le 4e. Là, New York décroche le premier pick de draft de la QV 2020, Dallas le 2e, Indiana le 3e et Atlanta le 4e. Et ensuite, pour le reste, ce sera dans l'ordre du classement, l'ordre inverse du classement. Allez, on ne s'attarde pas sur la loterie. On va parler maintenant en détail des Washington Mystics, l'équipe phare de cette saison, même si elle est en difficulté, là, enfin elle est en ballottage, favorable tout de même pour le moment. Elle mène 2-1 dans les playoffs face aux Las Vegas Aces. Mais vraiment, elle a roulé sur la saison, on pourrait dire ça, elle a vraiment été dominante dans la saison. C'est une franchise qui a été créée en 1998, donc au tout début, enfin pas au tout début, mais un an après les débuts de la WNBA, affiliée aux Washington Wizards, l'équipe des garçons que vous connaissez probablement, avec Bradley Beal, John Wall par exemple. 12e qualification en play-off cette saison, donc sur 21 saisons, ce qui est pas mal. Mais une seule finale WNBA, c'était l'an dernier. Donc on a vraiment une franchise qui est en train de s'affirmer là sur ces dernières saisons. Mike Thibault est le coach depuis 2013. Il n'y a qu'une seule saison où il n'a pas participé aux playoffs. Depuis que Mike Thibault est à Washington, il fait les playoffs tous les ans, sauf donc 6 saisons, 6 saisons, une seule sans playoffs. C'était en 2016. Alors en 2019, les Mystics ont changé de salle, c'est assez curieux, puisqu'ils évoluent dans une plus petite salle qu'avant. Ils évoluent donc à la St. Elizabeth's East Entertainment and Sports Arena. Vraiment, je ne suis pas bilingue, comme vous l'avez constaté. Elle ne fait que 4200 places. Bien sûr, elle est quasiment pleine à chaque match. Enfin, je dis bien sûr parce que avant ils étaient dans une salle qui s'appelait Capital One Arena, qui comportait donc 20 356 places et qui était
voilà, qui était pleine en général à un tiers, donc à 2 tiers vide. Hein, c'est pas le verre à moitié vide et à moitié plein, là c'est le verre à 2 tiers vide et à un tiers plein. Donc il y avait 7-8 000 personnes en général dans les meilleures saisons à Washington, de moyenne, sur une salle de 20 000, donc ça faisait un peu vide, j'imagine, et ils sont passés dans une toute petite salle, enfin toute petite à l'échelle des États-Unis, bien entendu, hein, de 4200 places, qui est là cette fois-ci quasiment pleine, effectivement. L'idéal, ce serait probablement d'avoir une salle à 7 ou 8 000 places, puisque c'était leur moyenne précédemment. Alors c'est curieux, ce sera peut-être que Washington va obtenir son premier titre WNBA dans une plus petite salle. Ce qui serait peut-être un peu dommage. Est-ce qu'ils vont délocaliser? J'en sais trop rien. En tout cas, pour le moment, là, dans les playoffs, ils jouent dans cette salle de 4200 places. Dans la demi-finale, ils vont jouer dans cette salle-là. Pas de maillot retiré, c'est pas... Grosso modo, c'est pas vraiment une franchise mythique, Washington. Et Washington est en train de créer probablement les plus belles lignes, d'écrire les plus belles lignes de son histoire cette saison, même déjà un peu la saison dernière avec la finale de WNBA. Donc c'est en ce moment le vrai bon moment de Washington, et Elena Delle Donne sera probablement peut-être la première joueuse avec son maillot retiré. On va en parler un tout petit peu après d'Elena Delle Donne. En attendant, je vais vous parler, voilà, vous avez le tableau du roster actuel avec les joueuses dans l'ordre de la marque en moyenne, du nombre de points marqués en moyenne. Elena Delle Donne en tête, Emma Messman, Christy Toliver, Ariel Powers, Ariel Atkins, Tiana Hawkins, Natasha Cloud, Shatori Walker Kimbrough, Latoya Sander, Mishka Heinzalen, Shea Peddy, Kim Mesdag et Kiara Leslie. Alors en 2018, comme je vous l'ai dit, très bonne saison. 22 victoires, 12 défaites, 64,7% de victoires. C'était cette saison-là, les Mystics d'ailleurs avaient égalé leur meilleur total de victoires depuis leur création. C'était un total de 22 victoires, c'était je crois dans la première moitié de leur histoire, donc c'était dans les années 2000, me semble-t-il. Donc elles avaient terminé 3e la saison dernière, éliminées en finale par Seattle Storm, qui était donc championne. Seattle Storm de Breanna Stewart, entre autres, et de Sue Bird, qui ont cruellement manqué cette saison, petite parenthèse. En 2019, donc cette saison, c'est 26 victoires pour 8 défaites, 3 quarts de victoire, 76,5% de victoire. C'est bien entendu le record de la franchise. Elles ont fini première de la WNBA et puis elles sont un petit peu dans plein de classements. Première aux points marqués par match, 89,3 points marqués en moyenne par match. Première aux passes décisives par match, 21,9 passes décisives par match, c'est un très très bon total. Première au taux d'adresse au shoot, 46,9%. Deuxième à 3 points, 36,6%. Et première au lancer franc, c'est à mon avis une chose qui a de l'importance, 87,5% en moyenne pour l'équipe au lancer franc. C'est un très fort taux. C'est un très haut taux au lancer franc, c'est très intéressant. Bien entendu, faut-il avoir des joueuses qui sont en capacité de provoquer des lancers, mais c'est toujours intéressant, vous donnez des fautes aux adversaires, et en plus vous avez un taux de réussite qui est supérieur, qui est très 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 supérieur. Quand on voit lancer franc, c'est très très intéressant. Deuxième équipe au contre par match, derrière Atlanta. Bizarrement, Atlanta a 4,6 contre. C'est 4,6 pour 4,6 contre en moyenne par match pour Washington, et la meilleure équipe c'est Atlanta, les derniers, qui ont je crois à peu près un peu plus de 5 contre par match. Mais Atlanta est dernier quand même. Y a une répartition assez spécifique dans ce tableau, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les meilleures marqueuses qui sont toutes les titulaires. Grosso modo, le 5 majeur, on a Natasha Cloud qui est la meneuse, Latoya Sanders qui est la pivot, qui sont deux joueuses qui marquent pas beaucoup, enfin qui marquent pas énormément. Donc Natasha Cloud est la meilleure passeuse. Même pas. C'est Christy Toliver. Et ensuite, on a Ariel Atkins, Elena Delle Donne, bien entendu, et Christy Toliver dans le 5 majeur.
Sauf que pendant les playoffs, la Christy Toliver, alors Christy Toliver a été blessée en fin de saison régulière, et pendant les playoffs, c'est Emma Messman qui a pris sa place. On va regarder les joueuses en détail. Elena Delle Donne, bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire sur Elena Delle Donne. Elle a 30 ans, elle mesure 1m96, elle est américaine, elle a 85 kg. C'est une joueuse qui peut jouer à plein de postes différents. Pendant les playoffs, elle joue au poste d'ailière forte, mais elle peut jouer aussi au poste d'ailière, et elle a déjà aussi joué au poste d'arrière, une arrière d'1m96, imaginez. Et dans la Team USA, justement, elle glisse sur ces postes-là. Elle a été draftée deuxième en 2013 par Chicago. Elle a été élue Rookie de l'année en 2013 d'ailleurs. Elle a été tout de suite All-Star en 2013. Double MVP, on en a parlé en 2015 donc, et en 2019 cette saison. 6 fois All-Star, comme je l'ai dit, dès 2013, 2014, 2015, pas en 2016, la seule année où elle n'a pas été All-Star depuis qu'elle est là. 2017, 2018 et 2019. 4 fois All-NBA First Team et probablement, très probablement une 5e fois, c'est pas encore sorti là, au niveau des récompenses, les All-NBA First Team, donc on a All-WNBA First Team et All-WNBA Second Team, on a les deux meilleurs 5 en fait, grosso modo. On a le 5 majeur et le deuxième 5 majeur, le 5 majeur remplaçant entre guillemets, qui est élu, donc ce serait complètement incongru et inconcevable, je pense, d'avoir quelqu'un qui serait MVP et pas dans la All-NBA First Team. À chaque fois qu'elle était en All-NBA, c'était en First Team, donc en 2013, en 2015, en 2016, en 2018 et très probablement en 2019. 7e saison en WNBA, comme je vous l'ai dit, 20,3 points de moyenne, 7 rebonds de moyenne, 1,6 contre de moyenne. Pas trop de passes, de mémoire c'est 1,3 ou quelque chose comme ça, mais cette saison elle fait un peu plus de passes décisives, elle a 2,2 passes décisives, 8,2 rebonds, elle fait un peu plus de rebonds, et au niveau des points, c'est dans ses standards autour de 20 points, donc 19,5 points. Elle est championne olympique 2016 à Rio avec l'équipe des États-Unis et championne du monde 2018, voilà, en Espagne la saison dernière. C'est donc la deuxième marqueuse WNBA cette saison, derrière Brittney Griner. Petite info, c'est quelqu'un qui souffre de la maladie de Lyme, ou maladie de Lyme, qui est une maladie chronique qui lui procure pas mal de fatigue. Donc ça explique aussi pourquoi c'est une joueuse qui ne s'exporte pas. C'est une joueuse qui reste aux États-Unis, elle ne fait pas la saison en Europe ou en Chine, comme la plupart des joueuses de WNBA. On va passer à une autre joueuse dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, qui est Emma Messman. Emma Messman, c'est une joueuse belge qu'on connaît bien, notamment en France, enfin en Europe en tout cas, en Belgique bien entendu, et en France aussi. Elle a 26 ans, elle mesure 1m92, 83 kg, c'est une Belge. Elle aussi, elle est très polyvalente. Elle peut jouer pivot, ailière forte, ailière, arrière. Pourquoi je vous dis ça? Avec l'équipe de Belgique, elle jouait pivot, là, au dernier Euro 2019. Et dans les 3 matchs de play-off, il y a 1 ou 2 matchs où elle a joué arrière. Donc, shooting guard. C'est comme ça. SG, shooting guard, elle a joué arrière. Donc c'est une équipe de grande, hein, l'équipe de Washington. Elle a été draftée en 19e position en 2013, la même année qu'Elena Delle Donne, par Washington. All-Star en 2015, déjà. Elle n'a pas été All-Star cette année, elle était plutôt, elle était plutôt un petit peu cachée en tant que 6e femme, comme je vous l'ai dit. Elle partageait en fait ce poste de 6e femme, ou ce rôle de 6e femme, avec il faut que je la retrouve, avec Ariel Powers. D'ailleurs, Ariel Powers qui n'a pas été élue, mais qui était 2e derrière Derricka Hamby au vote de la 6e femme de l'année. C'est sa 6e saison en WNBA pour Emma Messman. Elle tourne en moyenne en carrière à 11,2 points, 5,3 rebonds, 2,2 passes décisives. Cette saison, un peu plus de points, 13,1 points, 4,2 rebonds et un peu plus de passes décisives, 3,2 passes décisives. Elle est 3e de la WNBA au pourcentage à l'adresse, 55,2 points. Elle est passée donc en Europe par les Young Cats belges,
au tout début de sa carrière, avant de venir à Villeneuve d'Ascq en 2012. Elle y est restée 2 saisons, donc jusqu'en 2014, et ensuite elle est partie au Spartak Moscou, et à Ekaterinbourg, elle y est depuis 2015 à Ekaterinbourg, elle a remporté 3 fois l'Euroleague. Elle a notamment été élue MVP du Final Four d'Euroleague en 2017, 2018. Et pour couronner le tout, on peut dire que c'est le fer de lance, la joueuse majeure de l'équipe nationale de Belgique actuellement. Donc ça nous fait bien plaisir de la voir réussir en WNBA, notamment dans les playoffs, dans le money time finalement, où comme je l'ai dit, elle a battu 2 fois d'affilée son record en playoff WNBA. Donc 27 points puis 30 points dans le match 1 et dans le match 2. On va voir ce que ça donne dans le match 4. Je voudrais parler d'une troisième joueuse. Alors j'ai failli parler de Kristy Tolliver, mais finalement, je me suis attardé sur une joueuse qu'on connaît moins. C'est Natasha Cloud. Natasha Cloud, c'est probablement d'ailleurs la joueuse un peu pas trop connue de cette équipe. Elle a 27 ans, elle mesure 1m83, 72 kg, elle est américaine. Même chose, c'est une joueuse très polyvalente qui peut jouer meneuse, arrière, ailière. Grosso modo, elle joue en meneuse en dans cette équipe de Washington. C'est une équipe très grande. Et elle aussi, elle a été draftée. Elle ne fait pas partie des tout meilleurs choix de la draft. Et elle s'avère très importante dans cette équipe. Elle a été draftée en 15e position en 2015 par Washington. Et donc, ça me fait penser que en WNBA et d'ailleurs comme en NBA, il faut savoir être malin au niveau de la draft. Il faut savoir trouver des perles à la draft. Voilà, je ne vais pas parler de Tony Parker drafté en, je ne sais plus, peut-être 27e position par les San Antonio Spurs, mais Emma Messman, déjà une européenne qui est draftée forcément assez loin. 19e position, c'est le deuxième tour. Et la 15e position, c'est le deuxième tour aussi. C'est-à-dire que toutes les équipes ont déjà voté une fois, il y a 12 équipes, donc forcément, quand on est au-delà de la 12e position, ça veut dire que toutes les équipes ont déjà voté une fois. Donc on a 2 joueuses là, qui ont été draftées en 15e et en 19e position par Washington, et qui sont aujourd'hui, là, en demi-finale de la WNBA, qui sont dans le 5 majeur. Donc Natasha Cloud, c'est la passeuse de cette équipe, en tout cas elle est devenue la passeuse de cette équipe cette saison. C'est sa 5e saison en WNBA. Cette année, elle a été élue All Defensive Team. J'en ai parlé dans la dernière vidéo du meilleur 5 défensif, en tout cas des 2 meilleurs 5 défensifs, je crois. Il y en avait peut-être qu'un seul. Il y a peut-être qu'un seul meilleur 5 défensif. Non, il me semble qu'il y en avait 2. Même ça me paraissait beaucoup. C'est sa 5e saison en WNBA. 6,3 points en moyenne par match en carrière et 4,1 passes décisives. Et cette année, c'est plus de points, c'est 9 points et 5,6 passes décisives. Elle est aussi dans une équipe qui marque probablement plus, mais déjà l'année dernière, c'était une équipe très forte. Donc c'est la meneuse de cette équipe. Alors, c'est bien aussi d'être meneuse. C'est bien, on peut délivrer des passes décisives quand on a des coéquipières qui marquent, et c'est le cas cette année vraiment. Donc à la fois, Natasha Cloud apporte un côté playmaking à cette équipe, mais en plus elle bénéficie vraiment de la qualité de ses coéquipières. Et donc c'est la 3e meilleure passeuse de WNBA, derrière, bien entendu, l'inaccessible Courtney Vandersloot, et la 2e, j'ai oublié. C'est pas grave. On va passer maintenant au dernier point de cette vidéo, si j'arrive à retrouver mon menu. Hop, qui est les World Series de basket 3-3. Le basket 3-3 et notamment le basket féminin 3-3 qui a encore cartonné. Alors ça se passe tout l'été. Les World Series, ça se joue en plusieurs étapes. Il y a eu peut-être 2 ou 3 étapes françaises. Je me rappelle qu'il y en avait une. Il y en avait eu une à La Rochelle et une à Voiron, d'ailleurs qui, je crois, ont été remportées toutes les 2 par les Françaises. En tout cas, cette équipe française de basket 3-3, cette équipe féminine de basket 3-3, a remporté les Women's World Series. Donc elle a remporté 6 étapes sur 9. Elle a remporté 36 victoires et n'a concédé que 7 défaites. Ce qui s'ajoute à l'or obtenu, rappelez-vous, à l'Euro, à la Coupe d'Europe, là c'était très récemment, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière,
ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus trop, mais médaille d'or à la Coupe d'Europe, médaille d'or à nouveau au World Series, et médaille de bronze à la Coupe du Monde. Bon, c'est l'inverse, la Coupe d'Europe c'était peut-être avant, c'était peut-être en début de saison, et la Coupe du Monde là récemment. Ouais, il me semble que c'est ça. Les joueuses qui ont participé à cette équipe, hein, rappelez-vous, le 3-3, on a 4 joueuses, mais comme là c'était une série de tournois en fait, une série de 9 tournois, on a eu 6 joueuses qui ont participé, on les connaît, elles ont l'habitude de participer au 3-3, on a eu Alice Naillot, Caroline Herriot, Marie-Ève Paget, Mamignan dite Minia Touré, Anna Maria Philippe et Laetitia Guapo. Petite particularité, j'ai lu qu'elles avaient toutes été, à un moment ou à un autre de la saison, la meilleure joueuse du monde sur le ranking, puisque c'est un ranking. L'entraîneur de cette équipe, tout comme l'équipe des garçons d'ailleurs, c'est Richard Billan, et l'entraîneur adjoint Karim Souchu. Quand même félicitations au 3-3, au 3-3 français en général, vraiment. Donc félicitations aux deux coachs, hein, vraiment, qui doivent être très très contents. Et puis aux autres personnes qui travaillent dans le 3-3 français, c'est vraiment très très pris au sérieux par les Français. Je sais que le 3-3 n'a pas encore véritablement son public. De toute façon, ça se joue plutôt sur des tournois en journée. On n'est pas vraiment sur la confrontation une ville contre une ville ou une équipe contre une équipe chaque semaine avec un championnat, etc. C'est pas encore ça, c'est pas encore la culture du 3-3. Mais bravo, en tout cas, ça travaille bien. Et ça fait des nouveaux titres. Et puis, bon, en 2020, il y a les Jeux Olympiques. Les filles et les garçons auront sûrement une carte très intéressante à jouer. Félicitations en tout cas au 3-3. Allez, cette émission, hop, touche à sa fin. J'étais ravi comme d'habitude, de vous dérouler un petit peu d'infos sur ce qui se passe dans le basket. J'ai pas évoqué les tournois de pré-open qui ont lieu actuellement dans le basket féminin, qui ont eu lieu là ce week-end. Il y a eu, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, hein. Je l'évoquerai probablement dans le prochain épisode où je parlerai notamment de l'Open. À mon avis, le prochain épisode, il va être très très centré sur l'Open de basket féminin, l'Open Maïf LFB, qui aura lieu les 5 et 6 octobre prochains. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir, et vraiment, c'est la manière de référencer aussi les vidéos, de faire en sorte que Facebook, que YouTube les propose aux autres utilisateurs. Donc si vous voulez qu'on parle plus de basket féminin, c'est aussi à la fois une manière de m'encourager pour que je continue à faire du contenu, et à la fois une manière de pousser ces contenus, de pousser ces vidéos pour qu'elles soient plus vues par le grand public. Oui, déjà par le public qui s'intéresse au basket, et puis a fortiori le basket féminin. Bien entendu, pour voir toutes les vidéos, toutes les publications, abonnez-vous, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à déclencher la petite cloche des notifications, comme ça vous serez prévenu, ou voir en premier, cocher sur voir en premier sur Facebook, comme ça vous voyez plus rapidement, enfin plus souvent les publications sur WeBasket. Téléchargez la vidéo, si ce n'est pas encore fait, la vidéo qui s'appelle Joue-la comme Proust. Je vous mets un lien dans la description, au-dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube. Comme ça, vous pourrez aller télécharger la vidéo où j'ai j'ai interviewé 5 joueuses de Ligue féminine de basket sur des questions de personnalité. Vidéo très marrante, très intéressante surtout. Donc allez-y, téléchargez-la. Je recherche toujours des personnes qui peuvent m'aider dans les contributions, faire des articles, publier des vidéos, publier des petites recherches, des petites choses, des fiches sur le basket féminin, mais aussi sur le basket masculin. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi, envoyez-moi un mail à stéphane@webasket.tv. Et puis, écoutez, la saison va reprendre. J'ai déjà été tout près des parquets. J'espère que en fait, je vais rencontrer un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à venir me voir au bord des parquets. Ah oui, petite chose, je pense que je vais aller faire un tour à Lille
au LMB vendredi prochain, ce vendredi-ci, parce qu'il y a un match de Leaders Cup face à Saint-Quentin, me semble-t-il, et c'est un match qui m'intéresse, donc j'irai peut-être faire un petit tour. Je vais voir aussi avec le club du LMB. S'il y en a certains d'entre vous qui vont à ce match, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, ça me fera très plaisir. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao.